Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle masterclass sur un sujet un peu juridique et fiscal, puisque on va parler avec Louise-Marie. Salut Louise-Marie. Bonjour Mathieu. Louise-Marie Le Breton qui nous rejoint et qui va nous parler de SCI, de SARL de famille et de SAS, tout ça, et qui est du cabinet Amarissimo, que vous connaissez bien, je pense. Et donc, l'idée, c'est de vous donner des idées claires, aussi simples que possible, sur les différentes typologies de véhicules juridiques que vos clients pourraient vouloir utiliser lors de leurs investissements immobiliers, pour que vous puissiez comprendre lesquels sont adaptés, dans quelle situation, quel profil, et que vous puissiez répondre aux questions les plus courantes, on va dire, sur le sujet, pour naviguer correctement ce sujet profond. Louise-Marie, merci à nouveau, je te passe la main. Merci Mathieu en tout cas de cette invitation et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Le but effectivement de cette webconférence, c'est de vous présenter effectivement les différents types de sociétés, mais juste avant, pour un petit rappel sur Amarissimo, qui nous sommes. Donc nous sommes un cabinet d'expertise comptable spécialisé dans l'immobilier. Aujourd'hui, on accompagne à peu près 15 000 propriétaires pour 20 000 lots et on acquiert environ 450 nouveaux clients par mois. On travaille essentiellement avec des partenaires type CGP ou sociétés d'investissement. Et nous proposons 3 types d'offres d'accompagnement, que ce soit en location meublée, en nom propre, en société ou en revenu foncier. Donc le cœur du sujet pour aujourd'hui, en tout cas, c'est la société. Donc comment investir? Quelles sont les bonnes pratiques, les conseils en tout cas que je peux vous apporter? On va les voir juste après. Donc investir en société, ce qui est important avant de se lancer en tout cas, dans la société, c'est de bien, connaître ses raisons et ses objectifs. Ils peuvent être divers et variés en fonction des personnes, c'est là où c'est important de prendre en considération la situation personnelle, de l'investisseur, mais pour différentes raisons. Ça peut être intéressant comme pour éviter l'indivision, mettre des sommes en commun, par exemple entre amis ou entre familles. On peut organiser l'aspect patrimonial, grâce à des donations ou des démembrements de parts, dissocier le pouvoir de gestion de la propriété du bien ou prendre en compte la fiscalité, même si ça ne doit pas être l'objectif, en tout cas principal, de ce mode d'acquisition. Le mode de location peut aussi, vous aider à définir quelle société vous allez, prendre en compte. Ça peut être, de la location vide, du meublé, du saisonnier, avec ou sans, usage personnel. Si vous voulez faire du mix aussi, enfin voilà, il faut savoir ce que l'on souhaite faire. Est-ce que c'est un Pinel? Est-ce que voilà, c'est un investissement en location meublée ou un immeuble de rapport? On ne va pas aller sur les mêmes, sociétés. Et également, le plus important, je pense, c'est les associés. Il faut bien savoir avec qui on investit, être conscient, voilà, qu'en cas de problème, on est lié quand même sur cette société. Donc, il faut prendre vraiment tout ça en considération. Donc les objectifs, la location et avec qui on achète. La société, ce qui est important aussi de le rappeler, c'est que c'est pas défiscalisant. C'est pas comme un Pinel ou un ancien cellier, enfin ça ne permet pas de réduire son impôt, d'avoir une réduction en tout cas, sur l'impôt existant. Ça va simplement permettre d'optimiser, ses investissements. On n'est pas protégé de dettes en achetant par une société, on est quand même les associés sont des personnes physiques derrière, ou personnes morales et les banques ont besoin de garanties. Donc ça ne protège pas complètement, on ne se protège pas complètement en investissant en société. Et ce qui était vrai, mais un petit peu moins aujourd'hui, c'est que la société n'aide pas forcément le financement. Maintenant, on voit que c'est un petit peu l'inverse, c'est qu'en nom propre, les financements sont plus compliqués et beaucoup, passent par des SCI ou d'autres types de sociétés. Mais normalement, en temps normal en tout cas, ça ne c'est pas une aide en tout cas. Ce que on Alors, peut pour que je comprenne bien, tu dis Ouais, qu'en ce moment, c'est peut-être plus facile c'est ça. de se faire financer si on Oui. passe par une société. Ouais, c'est le retour effectivement des propriétaires ou des investisseurs que nous accompagnons. C'est qu'aujourd'hui, les banques, leur refusent le financement en nom propre et la solution, c'est de faire une SCI à l'IS. Donc ça, on l'entend quotidiennement, et c'est là où nous, on les met en garde sur les incidences aussi de cette société à l'IS. Certes, ça permet le financement,
mais derrière, on va le voir, il y a des conséquences plus néfastes, même s'il y a des avantages. Donc, il ne faut pas se lancer à corps perdu juste pour un financement en tout cas. Il faut bien prendre tout en considération. Je parle de SCI depuis le départ, mais c'est vrai que c'est la société la plus, courante, en tout cas sur l'investissement immobilier avec la SARL de famille. Les 2 ont leurs avantages, et sont les plus connus, mais on ne va pas être vraiment sur la même, fiscalité sur les 2. On va le voir justement en détail. Donc si on commence sur, les sociétés qui restent à l'impôt sur le revenu, on verra ensuite, à l'impôt des sociétés et on fera un comparatif au final. L'impôt sur le revenu, en tout cas sur la SCI, finalement, elle est assez transparente. Elle peut héberger de la location vide, avec ou sans dispositif d'ailleurs. Ça peut être un Pinel ou une location, vide avec un bail de 3 ans. Ça peut être des, locaux commerciaux, des places de parking ou encore des parts de SCPI. Hem, on ne peut pas faire de location meublée, sauf un cas très exceptionnel, si la location meublée, représente moins de 10 du chiffre d'affaires global de la société, alors on peut l'héberger. Bon, ça arrive très rarement, sauf, si on a un patrimoine immobilier, en fait, très important. La SCI au niveau comptable, il n'y a pas grands engagements à tenir, c'est simplement une comptabilité de caisse. Et bien penser à faire son assemblée générale tous les ans, mais il n'y a pas de le bilan comptable en tout cas n'est pas obligatoire. Il peut être conseillé, du point de vue, transmission aussi, parce que pour les parts, notamment la valeur de part, si demain il y a une donation, une succession, ça peut être important, mais ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, chaque associé va reporter le résultat qui lui incombe sur sa déclaration 2044, donc la déclaration des revenus fonciers, sur son avis d'impôt personnel. Donc, qui peuvent en tout cas acheter. Avec une SCI à l'IR, ça peut être des personnes physiques ou un mixte personnes physiques, personnes morales. Il n'y a pas vraiment de règles à ce niveau-là. Au niveau fiscal, comme on l'a dit juste avant, c'est similaire aux revenus fonciers. Donc toutes les charges ne sont pas déductibles. On va vraiment être sur les mêmes bases. Les travaux, c'est pareil, ça reste déductible, sauf les travaux de grosses œuvres. Donc voilà, c'est relativement la même chose. La SCI est plutôt sur un aspect, patrimonial, en tout cas. Le point important, là, c'est vraiment ce que tu as dit juste avant sur l'impossibilité de mettre du meublé Oui, dans la SCI à l'IR. c'est ça. Vraiment le point important, c'est aujourd'hui j'ai une SCI à l'IR, je veux faire du meublé. On va voir après des solutions possibles, mais en l'état actuel, je ne peux pas. En tout cas, si j'ai ma SCI qui est déjà constituée et je veux faire du meublé, ce n'est pas possible. Ou transformer une location vide en location meublée dans la société. Au niveau imposition sur le résultat, évidemment, ça va intégrer l'avis d'impôt de chaque associé, donc ça va être sa tranche marginale d'imposition qui va s'appliquer et les prélèvements sociaux à 17,2. Si on compare avec la SARL de famille qui, elle, sa subtilité justement, c'est qu'elle va rester à l'impôt sur le revenu, même si on est, sur une SARL qui, est normalement commerciale. Le fait que les associés aient un lien de famille justement rend possible, la fiscalité à l'IR. Alors, La soci juste une Oui, petite remarque, pardon, je te dis-moi. coupe, Ah excuse-moi. non, vas-y. Si vous avez des questions sur la SCI à l'IR, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Est-ce que tu vas nous expliquer un peu après l'intérêt de passer par la SCI à l'IR? Parce que là, tu te décris comment ça se passe, mais pourquoi ça peut être intéressant, dans quel cas Alors on recommanderait de ouais. le faire? Alors effectivement, je l'ai pas prévu après, mais pourquoi partir sur une SCI à l'IR? Pour préparer une transmission pour, demain, on achète par exemple un logement en location vide parce qu'on veut profiter aujourd'hui de la défiscalisation. Je reprends l'exemple du Pinel, mais on veut aussi préparer la transmission. Donc dans la société, pourquoi pas mettre monsieur, madame, acheter le logement Pinel, obtenir sa réduction d'impôt et on démembre ensuite les parts de la société au profit des enfants pour qu'ils aient la nue propriété et vous, vous conservez l'usufruit, donc les loyers et vous payez les revenus. Le l'ASI va vraiment avoir un intérêt uniquement patrimonial, pour justement anticiper ces sujets de transmission. Ok, donc c'est vraiment le principal avantage, Oui, c'est la transmission. c'est ça. Et Du c'est point de vue fiscal, c'est oui, ouais. dis-moi, pardon? Et pourquoi c'est un avantage? C'est justement parce qu'il y a cette histoire de démembrement de part ou c'est autre chose?
Tout à fait. En fait, on va pouvoir, donner déjà la nue propriété aux enfants, donc lors de la succession, forcément la valeur, successorale sera moindre. Il ne restera que l'usufruit à renvoyer aux enfants. Donc ça permet d'anticiper, d'éventuels frais de succession, par la suite. D'accord. Et les enfants doivent être dans la SCI ou ils peuvent être à part? Ils peuvent être à part. S'il y a juste un D'accord. démembrement de part, ils ne sont absolument pas associés. On peut garder juste le couple ou le foyer fiscal, en tant qu'associé. Et à l'inverse, si j'ai aucun sujet de transmission, est-ce que tu te dis finalement en creux que la SCI à l'IR n'a pas d'intérêt? N'a Alors aujourd'hui, si on n'a pas le côté transmission sur la SCI à l'IR, il y a, fiscalement parlant, c'est identique à si on achète le bien en nom propre, en tout cas qu'on fait de la location vide. Donc aucun intérêt, à mon sens, d'aller sur une société, enfin d'avoir des coûts de constitution et d'éventuels frais de comptabilité si on veut tenir un bilan, autant l'acheter en nom propre, si on n'a pas de sujet ni fiscal ni de transmission. Démembrement, le faire en direct plutôt que sur une SCI, C'est aussi via en une fait, c'est SCI, aussi possible. c'est On aussi peut tout à possible. fait démembrer. En fait, la SCI peut, à la rigueur, avoir 2 avantages. On peut donner en pleine propriété certaines parts aux enfants et en démembrer d'autres. Ça peut avoir, un objectif de transmission. Certains préfèrent passer par en société qu'en nom propre. Ça, c'est après au choix aussi de chacun. C'est vrai qu'il y a pas une règle pour tous. C'est ce qui va être important et ça va être la ligne directrice tout au long de cette webconférence. Ça va être, que ce que je vais pouvoir vous apporter n'est pas vrai pour tout le monde. Certains vont préférer rester effectivement en nom propre et démembrer, d'autres vont préférer mettre ça dans une société et démembrer. Parce que la société, elle peut être transformée, elle peut être, passée à l'impôt sur les sociétés pour plus tard faire autre chose. Donc ça permet voilà de pouvoir isoler, même de manière transparente pour le moment, mais demain si on veut passer changer de fiscalité, bah, les biens sont déjà détenus dans la société et on n'a qu'une option fiscale à faire si un objectif après d'optimiser la fiscalité en tout cas. D'accord, donc on va voir lorsqu'on va aborder la SCI à l'IS cette fois, C'est ça. euh, s'il y a un autre intérêt lié à la SCI à l'IS Oui, et qui redonnerait un intérêt à la SCI à l'IR, puisqu'on pourrait la faire évoluer oui, vers l'IS. c'est Ok. ça. Et donc pour le comparatif justement, tout en restant à l'impôt sur le revenu, on a le choix effectivement de la SARL de famille où là, on va pouvoir justement vraiment à l'inverse de la SCI à l'IR, pouvoir héberger une activité commerciale et donc de la location meublée, de la location saisonnière, enfin voilà, tout type de, tout ce qui rentre dans la location meublée finalement. Heu heu, Pardon, pour le lien familial, pour être considéré en SARL de famille, il faut simplement que, les membres aient un lien, en ligne directe. Donc je prends l'exemple, de parents qui ont une fille, on ne pourrait pas, faire intégrer leur gendre parce que le gendre n'a pas de lien direct avec ses beaux-parents. Donc vraiment, il faut qu'il y ait un lien entre tout le monde pour pouvoir créer cette SARL de famille. Souvent, les associés, ce sont les parents et les enfants, tout simplement pour investir ensemble, et pouvoir en fait, transmettre pareil aux enfants, directement les logements. Parents, enfants, frères et sœurs. C'est ça. Oui. Petite précision, effectivement, une holding étant une personne morale ne peut pas, intégrer une SARL de famille, parce que, bah, par défaut, elle n'a pas de lien direct avec, les associés. Pas de personne morale là, C'est possible, ça. non? Donc justement, la SRL de famille, nous, quand on a le retour effectivement des propriétaires ou de nos partenaires ou des investisseurs veulent forcément faire de la location meublée, mais au travers d'une société ou pour d'autres types de raisons, on peut conseiller justement la SRL de famille. Ça permet, de bénéficier des avantages de la location meublée et donc des amortissements, hem, tout en restant pardon, sur l'impôt sur le revenu, heu et en ayant une plus-value, en tout cas des particuliers, si, chaque associé est non professionnel, au titre de la location meublée. Comment on va déclarer ses revenus? Il y a 2 choses. La première, c'est l'établissement d'un bilan comptable, où là, ça va être vraiment à la charge du cabinet comptable et ensuite, il y a un report sur la 2042 CPRO de votre client, donc c'est simplement les revenus BIC, de sa déclaration dans la rubrique location meublée non professionnelle ou professionnelle en fonction de sa situation. Un avantage qui peut être aussi un inconvénient, c'est là aussi pareil, c'est propre à chacun et ses objectifs, hein. Ce sont des cotisations sociales auprès de l'URSSAF pour le gérant majoritaire.
de la SRL de famille. Certains, c'est un objectif, justement, ils souhaitent arrêter de travailler et se consacrer vraiment à l'investissement immobilier, à l'exploitation, et ben, ils peuvent très bien se mettre gérants pour continuer à cotiser auprès de l'URSSAF au moins 3 trimestres de retraite sur 4, et d'avoir, l'activité en location meublée tout en, restant à l'impôt sur le revenu. Donc on peut vraiment répondre à plusieurs objectifs. Je ne parle pas de la transmission, mais c'est la même chose, en fait. On peut démembrer les parts et ou intégrer les enfants dans la société. Donc cette société est plus adaptée, en tout cas aux personnes qui veulent rester à l'impôt sur le revenu, que ce soit sur la fiscalité et la plus-value, tout en faisant du meublé avec une société. Le fait que s'il y a un gérant qui est majoritaire, il doit payer des cotisations sociales, Oui, euh, ça pousserait à prendre un gérant qui est minoritaire, en fait. c'est C'est ça. mieux. En fait, si effectivement, si ce côté-là est plus vu comme un point négatif, nous, ce que l'on conseille, c'est d'avoir un gérant minoritaire. Donc si je reprends mon exemple du couple avec leur fille, si leur fille est détachée du foyer fiscal, on la mettrait, elle, en tant que gérant minoritaire. Elle serait donc considérée comme assimilée salariée et aucune cotisation auprès de l'URSSAF. C'est finalement Ouais. la seule, façon de pouvoir les éviter, mais il faut encore pouvoir avoir un gérant minoritaire à désigner. Il y a Laurent Andrieux qui fait une remarque pertinente sur les cotisations, parce que je faisais un commentaire un peu négatif là-dessus, mais c'est vrai que ça aide Ouais, à cotiser pour la tout retraite. à Il fait, faut obtenir le nombre de trimestres. On voit que c'est ça. c'est de plus en plus important en ce moment. Et donc ça peut aider indépendamment des revenus, puisqu'il n'y a pas forcément de revenus, hein, on est Non, d'accord? non, effectivement, en fait, les cotisations vont être calculées sur le résultat imposable. Souvent, sur une SARL, avec les amortissements, on est sur un résultat déficitaire. Donc, ils vont payer simplement le minimum, c'est à peu près 1 200 € à l'année et quand même cotiser aux 3 trimestres. Donc, ça peut être un avantage pour certains, justement. Il y a une solution D'accord, donc ça d'investissement. permettrait d'avoir les trimestres en cotisant le minimum. C'est ça. Donc, Ok, ça peut avoir un intérêt, en tout cas. ok, il faut investir en SARL de famille à 20 ans et après on peut vivre sa vie, on aura sa Alors, retraite. oui et non. Enfin, oui, effectivement, si on ne travaille pas à côté, si la personne a une activité salariée, en parallèle, on ne va pas pouvoir cumuler ces 4 trimestres d'activité salariée et les 3 trimestres de SARL. On peut en cotiser maximum 4. Donc on ne peut pas en avoir plus, et donc effectivement, le supplément serait perdu, au niveau des trimestres. Alors, il y a quelques questions sur le sujet. Alors, je suis pas sûr de comprendre tout. Séverine qui demande si un gérant minoritaire, il n'y a pas d'obligation de charge Non, mini. non, Non. aucune charge. Il n'y a pas d'inscription à l'URSSAF, donc pas de charge. Ok. Il peut y avoir un propriétaire non résident. Ah oui. Oui, oui, Non. et certains, c'est notamment la solution pour les non-résidents qui demain vont revenir en France, peuvent, effectivement investir avec la SARL pour cotiser au moins 3 trimestres de retraite, sous condition évidemment qu'ils reviennent en France un jour pour, en profiter. Mais ça peut être effectivement une bonne façon de cotiser. Ok. Et Jean-Paul demande pourquoi 3 trimestres et pas 4. C'est simplement que ça déclenche en fait, 3 trimestres. Si on en veut 4 sur les 4, il faut un résultat, d'activité, il me s de mémoire, supérieur à 6 500 € à peu près pour avoir, les 4. Mais voilà, si on n'a pas de résultat, enfin si on a un faible résultat ou ou négatif, on a au moins les 3. Est-ce que, comme pour la SCI, il y a des facilités de financement également ou pas? Pas forcément parce qu'on pour le coup, là, le retour en tout cas de nos propriétaires, c'est, ils regardent vraiment la situation personnelle, et les conditions alors sont pas exactement les mêmes parce qu'on reste quand même sur une société, mais la SARL en tout cas, à aujourd'hui ne facilite pas plus qu'en nom propre. La SCI bizarrement oui, mais pas la SARL. Je te laisse poursuivre. Donc si on reprend un petit peu les avantages et les contraintes de chaque situation, les avantages donc à la SCI LIR, bah, c'est simplement qu'on peut faire de la location vide. On reste sur la plus-value des particuliers. Je ne l'ai pas reprécisé, mais je pense que vous connaissez assez bien, mais pour rappel, exonération de d'impôt, en tout cas au-delà de 22 ans de détention et 30 ans pour les prélèvements sociaux. Donc ça peut être un avantage, pas négligeable. Et si on a une SCI familiale, les engagements locatifs, on est sur des baux de combien? 2-3 ans comme en personne physique. Donc ça peut avoir, un avantage également.
Et la transmission, je ne l'ai pas renoté, mais les avantages restent faibles finalement sur les CILR si on n'a pas ce sujet de transmission. La SARL de famille, elle peut héberger une activité commerciale et donc la location meublée. On amortit sur les mêmes règles que du LMNP en nom propre, donc on va amortir et déduire l'ensemble des charges. On reste sur la plus-value des particuliers si évidemment on reste sur le statut LMNP. Alors là, petite précision parce qu'il me semble que je l'ai vu dans les questions, on va apprécier ce statut pour chaque associé. On va vraiment regarder un par un son statut et donc appliquer la plus-value. On peut très bien avoir une personne qui serait LMP et l'autre LMNP et donc on aurait 2 calculs de plus-value différentes. Et souvent pas d'impôt parce que les amortissements permettent d'avoir un résultat, à 0 ou déficitaire grâce aux charges en tout cas. Donc on transmet, on paye peu d'impôts et on peut rester à l'IR avec la plus-value des particuliers. Donc Et pour SRL de oui. famille, pareil, l'intérêt plutôt qu'une détention directe, c'est quoi? Ça va pouvoir être de cotiser notamment, en tant que gérant majoritaire et d'avoir des trimestres si on veut justement avoir cet objectif-là, et pareil de transmettre si on veut intégrer les enfants tout de suite dans la société et démembrer les parts. On va vraiment être pareil sur la transmission et sujet de cotisation, et de retraite si c'est un D'accord. intérêt. Ensuite, les limites. Plutôt, forcément je vais dire tout l'inverse, ça va être la SCI-LIR, pas de location meublée, sauf 13 à la marge si le chiffre d'affaires représente moins de 10 du revenu global. On ne peut pas amortir et finalement peu de charges déductibles. On est sur les mêmes règles que les revenus fonciers. Forcément pas de meublé, donc on n'a pas ce statut de LMNP ou LMP et Airbnb, ça reste du meublé, donc on ne peut pas en faire. La SARL de famille, forcément s'il y a un décès ou autre, ça peut faire, venir, bouger la société. Comme on disait, il faut avoir des liens, directs. Donc demain, si des héritiers n'ont pas de lien en direct avec les autres associés, ça peut poser problème. On ne peut pas faire de location vide dans la SARL de famille, ni d'occupation personnelle. Je prends l'exemple d'une résidence secondaire où on voudrait faire de la location saisonnière à l'intérieur. Très bien, pour en faire de la location saisonnière. Mais si vous voulez, aller, profiter de quelques semaines d'avoir un usage privatif, en soi, enfin, si vous voulez l'occuper en tout cas à titre gratuit, vous ne pourrez pas. C'est important et donc pas de résidence principale non plus dans la SARL de famille et ce qui peut être vu comme un inconvénient, c'est les cotisations sociales pour le gérant majoritaire, mais on l'a vu, il y a une solution possible. D'accord. Question sur le plafond du LMNP, Oui. précise de Grégoire, qui s'interroge si on le multiplie par le nombre d'actionnaires dans le cadre de la SARL de famille. Ouais, effectivement, si on prend, un parent et un enfant pour avoir 2 foyers fiscaux différents, effectivement, chaque associé va avoir le seuil des 23 000 à dépasser et le seuil des revenus, d'activité également à dépasser. Donc c'est vrai que, le seuil finalement, il va être de 46 000, mais ce qui est important vraiment, c'est de le regarder associé par associé et de ne pas faire un global. Parce que si l'enfant, par exemple, commence dans la vie active, et n'a que, par exemple, 20 000 € de revenus, mais 23 000 € 24 000 € par exemple de location meublée, il serait considéré professionnel, alors que son père à côté, si lui a 50 000 € de salaire, il serait considéré non pro. Donc vraiment regarder associé par associé, cette capacité d'être pro ou non pro. Tu vas nous parler aussi d'imposition sur les plus-values ou pas dans les différents cas? Oui, ouais, on D'accord. va le revoir, on va le comparer justement au niveau de, c'est plutôt à la fin dans le comparatif entre IR et IS, mais s'il y a des questions, il ne faudra pas hésiter à me les poser. Donc les options justement, si on a une SCI à l'IR, et on veut absolument faire du meublé, comment on peut faire? La première solution, c'est d'avoir une autre société qui va exploiter. Donc ma SCI à l'IR va détenir mon bien. Je fais un bail de location à ma SAS, pourquoi pas, et la SAS va exploiter en location meublée. Alors elle ne sera pas propriétaire, donc elle ne pourra pas amortir la valeur du bien, mais elle pourra déduire le loyer qu'elle verse à la SCI à l'IR. Ça, c'est une solution qui est plutôt assez lourde quand même, parce qu'il faut quand même 2 sociétés pour un même bien, une même activité. Donc en termes de frais de constitution et de gestion comptable, ça reste assez impactant. Mais en soi, c'est possible. Ou alors, autre solution, c'est que la SCI à l'IR, simplement, on va lui changer sa structure juridique par des formalités, juridiques, et on va la passer en SARL de famille. Donc ça, c'est tout à fait possible si on remplit finalement les conditions quand même d'avoir des associés qui ont un lien, de parenté. Donc au niveau, de cette, démarche-là, c'est assez simple parce que c'est souvent soit
enfin, soit un notaire qui peut le faire, un cabinet comptable ou un juriste. Par contre, il y a des frais. Pour vous donner un exemple, nous, au niveau de comment dire? Le basculement entre SCI et SRL, on est sur 850 € hors taxe de frais pour justement les formalités et il y a à peu près 600 € TTC de frais de formalité. Donc ça a un coût, mais on peut quand même la transformer. Donc ça peut avoir un intérêt. Si Alors, on passe, ouais, avant de passer à l'IS. Alors, s'il te plaît, juste quelques questions qui sont venues en plus. Jean-François s'interroge sur les revenus exceptionnels en cas de décès. Est-ce que ça peut générer un revenu exceptionnel? effectivement, en cas de décès, l'assurance qui va rembourser le capital, ça va être considéré comme un revenu, excédentaire, enfin exceptionnel plutôt et donc ça va intégrer le bilan. Donc au niveau du chiffre d'affaires, on va effectivement avoir les loyers perçus plus ce remboursement de capital de la part de l'assurance et c'est là où c'est important de le savoir parce que, ça peut, enfin sur un exercice en tout cas générer un impôt pas négligeable. D'accord. Et Fabrice qui pose une question sur les doubles conditions en fait pour accéder du MNP au LMP Oui. sur les revenus et les 50% de revenus. Ouais, les conditions, enfin la condition est cumulative. On peut très bien avoir, si je prends l'exemple, on a, 25 000 € de revenus de location meublée, mais à côté on a 50 000 enfin on a 100 000 € même de salaire. On n'a qu'une condition sur les 2 de remplie, donc on va bien rester non professionnel. Il faut bien que Ok. les 2 soient remplis. La SCI peut-elle louer un associé qui exploitera en meublé en sous-location? Oui. Si, la SCI fait son bail, à l'associé, lui-même pourra sous-louer. Alors attention, hem, il faut quand même, que tout le monde soit d'accord. Mais normalement, si c'est entre sociétés associées, ça devrait aller, mais en soi, c'est possible. Et impôt, mais également charges sociales dans SRL, tout à fait. Parce que, bah, forcément qui dit bénéfice dit, résultat imposable aussi, supérieur et donc les cotisations sociales qui vont se calculer sur ce bénéfice. C'est vrai que tout à l'heure je parlais d'un résultat négatif, ou à zéro qui générait à peu près 1 200 € de, de cotisations. Quand on a un résultat positif, c'est en moyenne à peu près 40 du bénéfice. Oui, du bénéfice, pardon, qui est imposé. Donc, l'année où on intègre justement le remboursement de capital, ça peut générer des cotisations, assez fortes. Ok, je te laisse poursuivre si tu veux bien. Donc maintenant, on va passer sur la fiscalité à l'IS, pour voir justement pareil, hein, les avantages et les inconvénients, de ce qu'on peut y trouver. Pour l'option à l'IS, donc au niveau de la SCI, bah, c'est un choix, justement quand on veut faire une activité commerciale au sein de cette société. C'est simplement une lettre d'option à transmettre à l'administration fiscale. En tant que cabinet comptable, nous on le fait, hein, directement pour nos clients et on est sur une comptabilité d'engagement, donc on est sur une vraie comptabilité avec un bilan comptable forcément, à tenir tous les ans. Au niveau des loyers et des charges, bon, j'y passe assez rapidement, mais c'est simplement tous les loyers sont imposés, qu'ils soient encaissés ou non. Du moment que le loyer est fixé dans le bail, on devra le déclarer. Alors, évidemment, comptablement, on va le traiter un petit peu différemment parce que ça restera une créance due, mais en soi, dans le chiffre d'affaires, il sera, imposé en tout cas en totalité. Toutes les charges engagées, vont être déductibles, je pense même aux frais kilométriques, souvent on n'y pense pas, mais ça peut rentrer en compte, quand on a des déplacements et notamment l'amortissement qui va venir se déduire pour, une grosse partie en tout cas du bénéfice. Je vous ai noté notre grille de base un petit peu pour vous donner une idée de comment nous, en tout cas, on va amortir, sur un bien qui va être, hors région parisienne. Je passe rapidement, mais le terrain va enlever 15 pardon, de la valeur du bien et après on va ventiler dans les 4 autres catégories, entre 15 et 45 et entre 15 et 50 ans, en tout cas de valeur. Cette grille, évidemment, c'est notre grille de base. Si on est sur une région parisienne, on va être sur une autre avec 30 de, terrain non amortissable et du coup une ventilation un petit peu différente en dessous. Et après si on doit, modifier ces durées-là, évidemment ça se discute et on peut tout à fait justement conseiller, tout en prenant en compte, forcément le BOFIP, les règles un petit peu qu'on nous donne, les minimums et les maximums à prendre en compte. Mais on peut tout à fait, faire varier ces durées-là.
Non, voilà, sur cette partie-là, c'est tout. Sur les variations d'amortissement, justement, est-ce qu'il y a des différences selon le fait que ce soit du neuf ou de l'ancien? À notre niveau, non. Nous, on va vraiment être sur la localisation Ouais. du logement. Dans tous les cas, effectivement, si on est sur de l'ancien, au-delà du prix d'acquisition, on va aussi avoir les travaux qui vont s'amortir sur la même durée, hein. Si on est sur un ravalement de façade, et ben, on va l'amortir sur 20 ans. On va vraiment reprendre la nature des travaux et on va appliquer la même durée. Petite précision que j'ai pas apportée, c'est sur quelle base on va amortir aussi, et c'est là où entre le neuf et l'ancien, on va pas être sur les mêmes règles. Sur du neuf, on va être sur la valeur d'acquisition majorée des frais d'acquisition, que ce soit notaire, chasseur immobilier ou autre, personne qui ait pu, faciliter cet investissement, et sur de l'ancien, on va demander tout simplement de faire réestimer le bien pour prendre en compte la valeur vénale au jour de la mise en location et donc avoir un amortissement plus important. Donc, une fois qu'on a retiré justement toutes ces charges et l'amortissement, comment vont être imposés les bénéfices quand il en reste en tout cas. Donc bénéfices allant, jusqu'à 38 120 €, on va être imposé à hauteur de 15 uniquement et au-delà 25. Et il n'y a pas de prélèvements sociaux, à rajouter par-dessus cette taxation. Donc c'est là tout l'intérêt en tout cas de l'impôt sur la société, c'est d'avoir un taux, finalement assez, faible sur les bénéfices comparé à l'impôt sur le revenu où on aura la TMI de chaque associé plus les prélèvements sociaux. Si on prend une TMI déjà à 30, et ben, finalement on a 47, à peu près 47 de d'impôts à redonner, ce qui n'est pas négligeable, à contrario de la enfin, si on reprend, l'IS où on n'a que 15. Donc sur le plan fiscal, c'est vrai que l'IS est bien plus intéressant que, l'IR parce qu'on va déduire davantage de charges et on est moins imposé. Si les associés souhaitent se récupérer des fonds, tout simplement d'une société à l'IS, alors première alerte qu'il faut donner, c'est simplement, déjà pour avoir cette capacité à récupérer des fonds, il faut avoir un résultat d'activité positif. Si, les amortissements et les charges génèrent un résultat négatif ou à zéro, on ne peut pas sortir de dividendes, tout simplement parce que la société n'est pas censée, avoir des fonds, tout simplement. Donc première vérification, c'est d'avoir un résultat d'activité positif, et ensuite les fonds qui sont récupérés sont simplement taxés à la flat tax, donc au taux forfaitaire de 30. Alors, il y a des remarques comme quoi c'est pas 38 120 €, mais 42 500 €. Oui, depuis la loi de finances, effectivement, que j'ai pas mis à jour, donc vous avez tout à fait raison, et que je vais mettre à jour avant qu'on puisse vous transmettre le support. Mais vous avez tout à fait vrai. Hem, je regarde juste, pardon, en même temps les questions. Oui, mais après l'IS, il faut payer la flat tax sur les dividendes. Tout à fait. Après, les dividendes ne sont pas obligatoires. On peut tout à fait se dire, on laisse la trésorerie, dans la société pour réinvestir, demain et faire un apport sur un autre investissement. Donc les dividendes, pardon, c'est un choix, et c'est un choix qui se fait en assemblée générale. D'où l'importance de l'assemblée annuelle, parce que la décision va être prise à ce moment-là. Donc vous avez 6 mois pour faire l'assemblée suite à la clôture des comptes, et ensuite vous avez ensuite 3 mois pour verser ces dividendes. Donc c'est pareil, c'est assez cadré, et c'est simplement un souhait. Je vérifie juste s'il n'y a pas de questions sur, cette partie-là. Alors quand on est à l'IS, finalement, on ne va pas, se poser la question: «Est-ce qu'on a le statut du professionnel ou non professionnel?» À partir du moment où on est à l'impôt sur les sociétés, on est une société. Donc on n'a pas ce sujet. Finalement, est-ce qu'on a plus ou moins de revenus par rapport à ses activités de salaire? L'IS, on va vraiment être sur une bulle à part entière de votre avis d'impôt à l'IR. Donc on ne va pas faire de comparatif et déterminer si vous avez le statut de LMNP ou LMP. Pour être sûr de bien comprendre ce que tu dis, l'imposition sur les bénéfices et la flat tax de 30% sont cumulatifs. C'est 2 choses différentes et c'est pas forcément cumulatif. L'impôt sur les sociétés, c'est obligatoire, c'est sur le bénéfice de la société. Donc c'est simplement à la clôture de l'exercice où le résultat va être imposé, et ensuite les associés ont le choix de verser des dividendes ou pas. Si oui, il y a la flat tax qui Et si on s'applique. veut le récupérer un jour en direct, de toute façon, on devra passer par ces dividendes et les 30%.
Tout à fait. Alors, je pense que la question va venir où je l'ai peut-être pas vue, mais il y a aussi les comptes courants d'associés. Évidemment, si les associés ont des comptes courants, à se faire rembourser, on va pas, verser en dividendes et être taxé. On va forcément faire un remboursement de compte courant d'associés et donc avoir aucune imposition sur ce versement-là. Donc, faut aussi vérifier. S'il y a des comptes courants, on les épurera en premier et ensuite on passera sur des dividendes. Les avantages, alors du coup, c'est là où j'ai scindé SCI et SAS. Donc tout simplement, bon, dans les 2 cas, évidemment, on peut, faire tout type d'activités, on peut cumuler les locations, notamment la SCI, on peut faire du vide, du meublé, des parkings, des locaux, du SCPI, enfin on peut tout abriter en termes d'investissement du moment que l'objet social le permet, hein, j'entends. L'avantage, c'est qu'on est quand même sur une société, immobilière, enfin après je ne trouve plus mon mot, pardon, avec une orientation immobilière, et au niveau de la transmission, c'est vraiment, pareil, hein, dans le même principe que la SCI. On peut, transmettre et c'est, ce qui est le plus, connu, en tout cas aujourd'hui, c'est je veux transmettre au travers d'une société, qu'elle soit liée, soit lière, bah, souvent je choisis la SCI. Mais il n'y a pas que la SCI. Finalement, il y a aussi la SASU ou la SAS. L'intérêt notamment de la SAS, c'est qu'elle peut être unipersonnelle. Donc, demain, si je veux investir sans impacter mon conjoint, mes enfants ou ma famille parce que j'ai pas les fonds, peu importe, et ben, je m'oriente sur la SASU, et je suis le seul associé. Donc ça permet de profiter de l'IS tout en, conservant l'activité à ma charge, sans impacter personne. Pareil, on peut cumuler plusieurs activités commerciales et souvent la SAS, va être, alors c'est un objectif plus personnel pour le coup, pour les investisseurs, mais la SAS, ils la voient plus comme une activité, d'investissement sur le long terme et finalement pas comme du patrimoine immobilier. C'est de l'investissement, même si c'est de l'immobilier, mais c'est de l'investissement que je veux, dissocier et demain si je veux l'exploiter, et arrêter mon activité pro et ben, je m'en occuperai. Alors que la SCI, on va être plutôt sur du patrimonial, sur oui, je veux profiter de l'impôt sur les sociétés, mais je veux transmettre aussi à mes enfants. Donc là, c'est plus la qualité et l'objectif aussi de chacun où on va s'orienter sur l'une ou sur l'autre. Mais après, Euh, il y a ouais, oui, une question sur la SCI. Si, imaginons que tu mets en place une SCI avec des enfants, oui. et comment ça se passe sur la répartition des parts, sur les financements d'acquisitions successives? Est-ce que c'est la SCI qui doit emprunter? Est-ce que c'est Alors la personne, mais les ouais. enfants n'empruntent pas? Donc, comment ça se passe? Alors normalement, par habitude, c'est la société qui emprunte, si c'est elle qui veut, investir. Alors évidemment, la situation de chacun va être pris en compte quand même, parce qu'il faut des garanties, mais le prêt sera au nom de la société. C'est quand même le plus simple pour ensuite pouvoir, bah, tout simplement de justifier la déduction des intérêts et de l'assurance du prêt aussi, dans le bilan comptable. Ça n'impacte pas les parts de chacun. On peut faire par exemple avec, si on, imaginons qu'on fait, il y a un adulte et un enfant, ils Oui, sont au départ à 50-50 dans la SCI, ils peuvent les répartir comme ils le veulent, même oui, si finalement c'est l'adulte qui remboursera toute oui, l'acquisition. c'est ça. Ok. Alors je voulais juste répondre à Blandine qui me demande si on va parler des SCPI dans la SCI. Alors on n'a pas j'ai pas fait de slide sur les SCPI, mais plus pour vous apporter une petite réponse. Si on est sur une SCI à l'IS, et que les parts de SCPI sont détenues en pleine propriété, on ne pourra pas les amortir. Donc les revenus, et les intérêts les revenus seront déclarés, et les intérêts seront déduits et le bénéfice sera imposé à l'IS. Néanmoins, si les SCPI sont, détenus, simplement par leur usufruit, là, on a le droit d'amortir la valeur de l'usufruit sur la durée, du démembrement. Donc c'est une petite spécificité. Après c'est un sujet, qui pourrait être traité à part entière, mais voilà, juste pour vous apporter la réponse. Hem, hop, j'ai oublié. Ah bah, j'ai pas mis les limites et ben, je vais vous le faire, à l'oral. Donc tout simplement les limites et j'ai vu la question. C'est vrai que la SCI, normalement, si on décortique son nom, c'est une société civile. La location meublée, c'est une activité commerciale. Donc normalement, ça n'a pas de sens de mettre du meublé dans une SCI
dans une SCI parce que c'est censé être du civil. Aujourd'hui, on peut quand elle est à l'IS, mais c'est vrai que si on regarde simplement la définition, ce n'est pas logique et normalement on devrait aller sur la SAS. Simplement que la SCI aujourd'hui, elle est plus connue. Au niveau des banques, on le voit aussi, c'est le financement est des fois plus simple en SCI qu'en SAS, mais c'est simplement par une mauvaise connaissance des sociétés. Et aujourd'hui, en fait, beaucoup font du meublé dans la SCI sans que ça pose problème. Mais normalement, on devrait être sur une SAS plutôt. Tic, tic, tic. J'ai fait une SCI hier, faut-il créer une SASU pour faire de la location meublée? Alors, la SCI à l'IR, comme on l'a vu, donc, pardon, je réponds à Sylvie. Alors, on peut constituer la SASU pour exploiter la partie meublée ou alors basculer la SCI en SARL de famille pour pouvoir faire du meublé sans être impacté et pour garder la fiscalité à l'IR et donc garder les revenus. C'est une possibilité. Donc justement, si on compare un petit peu IR ou IS, que ce soit fiscalement ou au niveau de la plus-value. On va prendre des exemples chiffrés, ça sera plus marquant. Au niveau des revenus, je suis partie sur un logement acheté donc neuf, 350 000 € et un loyer mensuel à 1 500. Là, le but, c'est de voir effectivement au niveau fiscal l'impact, tout simplement au niveau de l'impôt. Délibérément, je n'ai pas rajouté de charge pour qu'on ait un résultat positif et voir et faire un comparatif. La SCI à l'IR, on va être bon, sur les revenus fonciers, alors c'est un peu tronqué parce que j'ai pas pris les charges, j'ai pris qu'une taxe foncière, mais dans l'idée, on est sur un résultat imposable bien plus important que sur une SARL de famille ou une SCI à l'IS ou une SAS, là où on va amortir et donc pouvoir déduire une quote-part des revenus bien plus importante. Et ensuite, au niveau de l'imposition, on voit bien que plus notre TMI grandit, plus l'imposition va être importante. Donc, sur une société à l'IR, si on prend une TMI à 30%, qui est la moyenne, on va être sur quasiment 8 000 € d'impôt sur une location vide, du coup, au travers de cette société, alors qu'en location meublée, au travers de la SARL, on sera sur à peu près 1 008 et en société à l'IS, on serait sur quasiment 600 €. Petite précision, j'ai compté là impôts et prélèvements sociaux pour les fiscalités à l'IR. Donc l'IS est forcément plus avantageux au quotidien sur l'impôt à redevoir en fin d'année que l'impôt sur le revenu. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit le seul intérêt, en tout cas, de partir en société à l'IS. Et si on regarde plutôt en cas de revente, sur une plus-value, donc je suis partie sur toujours mon achat à 350 000, une revente à 450 000 au bout de 30 ans. Alors, je pars du principe qu'on a totalement amorti au bout de 30 ans mon bien. La plus-value des particuliers, 30 ans, on est exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux. Donc, pas de sujet, il n'y a pas d'impôt. Alors qu'une société à l'IS, on va avoir déjà la plus-value sur le barème de l'IS, donc à peu près 94 000 €. Et si on souhaite récupérer les fonds, en plus, la flat tax à hauteur de 28 000 €. Donc, on est entre 90 et 120 000 € finalement d'impôts au bout de 30 ans, évidemment de détention. C'est là où ça coûte finalement le plus cher, c'est la société à l'IS. Donc demain, si vous avez un client qui vous dit bon, je ne veux pas payer d'impôts aujourd'hui, je ne veux pas payer de plus-value et je ne veux pas cotiser à la retraite, à l'URSSAF, ce qui est la question qui nous revient régulièrement, malheureusement, on ne pourra pas gagner sur tout. Il faut vraiment prioriser les objectifs parce que c'est soit on y gagne au quotidien, soit on y gagne entre guillemets à la revente. Après, certains peuvent voir l'objectif aussi différemment, c'est de se dire, certes, pendant 30 ans, j'ai payé moins d'impôts, donc j'ai aussi plus de trésor disponible dans ma société pour pouvoir les reverser au moment de la revente. Certains préfèrent effectivement conserver les fonds et reverser tout à la fin, plutôt que de reverser un petit peu tous les ans. C'est là aussi où ça dépend de chaque investisseur, ce sujet-là. Donc, bien important de savoir les objectifs s'il y a forcément une revente, une transmission ou autre. Avant de partir sur ma conclusion, je vais juste vérifier s'il y a des questions. Qui sanctionne si une SCI a une activité commerciale?
Si la SCI a une activité commerciale et qu'elle l'IS personne, si elle est à l'IR, par contre, ça serait l'administration fiscale qui pourrait, tout simplement, dire, que l'option fiscale n'est pas la bonne et donc obliger un changement de fiscalité. Une SARL à l'IS ayant déjà une activité peut-elle louer le bien et le sous-louer en meublé? Alors sauf si j'ai mal compris la question, mais il n'y aurait pas de sujet de sous-location. Si elle est propriétaire, elle peut tout à fait le louer en direct, son bien, et donc profiter des amortissements de et comment dire? Et de bah, de la fiscalité en tout cas. Donc alors n'hésitez pas, Christine, à me reposer la question si, je l'ai mal compris. Les clients ont-ils l'obligation de louer sachant qu'en ayant amorti, il y aura plus-value imposée lors de la vente? Si on est dans une activité commerciale, par défaut, il faut, avoir un chiffre d'affaires. On ne peut pas, enfin, on peut dans la pratique, hein, mais ce n'est pas logique et ça pourrait être pareil, retoqué par l'administration fiscale. Une activité commerciale est censée produire du chiffre d'affaires. Effectivement, Gérard, je n'ai pas pris en compte les charges sociales. Dans le deuxième cas, j'ai effectivement simplifié mon exemple parce que, entre gérants minoritaires, majoritaires, pareil, on est sur des cas différents. Donc j'ai simplifié le calcul. Donc pour conclure, finalement de cette, de ce de cette présentation tout simplement, entre la SCI, la SARL ou la SAS, il y a pas il y a pas une société qui est, mieux que l'autre. Ce qui est important, c'est de faire le point avec votre client, de connaître ses objectifs court et long terme. S'il vous dit: «Je veux revendre dans 3 ans», peut-être pas d'intérêt de partir à l'IS, ou à l'IR. Enfin, après c'est un calcul à faire, mais il faut prendre tout en considération. Est-ce que demain, il y a un objectif de complément de revenu? Est-ce qu'il y a une transmission? Enfin voilà, c'est des sujets, c'est des questions que, nous, on peut leur poser justement, s'il y a un doute en tout cas ou si vous voulez qu'on vous épaule, on peut voilà, tout à fait vous accompagner sur ça, mais c'est les premières questions à poser et d'être bien entouré. Parce que beaucoup se lancent, en se disant: j'ai créé une société parce que mon voisin l'a fait, il m'a dit: "C'était génial", mais je ne sais pas quoi en faire et je me retrouve bloqué. Là, c'est trop tard. Donc faut vraiment se poser des questions au bon moment avant d'acheter ou même après avoir signé un compromis, c'est encore le moment, hein, parce qu'on peut tout à fait, constituer la société avant l'acte, du moment qu'il y a une clause de substitution dans les compromis. C'est tout à fait faisable. Donc ça s'étudie, c'est au cas par cas. L'IS, c'est très bien, on va dire sur la vie de tous les jours au niveau de la fiscalité parce qu'on paye moins ou pas. Mais demain, en cas de revente, il faut s'attendre forcément à devoir reverser des fonds. Donc il faut avoir la trésorerie disponible. Est-ce que, justement, vous avez des questions? Moi, j'ai fini ma présentation. On a déjà répondu à Ok, quelques questions, mais je ouais, pense il y a encore quelques questions ouais. qui sont posées. Christine qui demande si la SARL existe et a une activité commerciale. Elle prend en location un bien appartenant au gérant et loue ce bien en meublé. Est-ce possible? Ah bah oui, oui, oui. Oui, parce que la société enfin, exploiter un bien en meublé, c'est aussi une activité commerciale, qu'on soit propriétaire ou non. Donc c'est possible. La seule nuance, c'est si elle n'est pas propriétaire, elle n'amortira pas le bien. Mais ça peut quand même Alors, rester intéressant. Bruno demande quel est le meilleur montage si un client va apporter des biens qu'il a déjà. Alors 2 façons, de le faire. Soit il les apporte, en nature dans le bien et donc il y a des frais de mutation, donc à peu près du 5 de la valeur du bien. Et donc là, on peut le faire au même moment que la constitution de la société. Soit il souhaite récupérer des fonds à titre personnel et c'est une réelle vente avec calcul de plus-value, pour la vente et donc la société s'endette pour financer tout simplement cette acquisition. Donc les 2 sont possibles. Il n'y a pas de meilleure solution, ça dépend de la valeur du bien, de la plus-value, parce que c'est pareil, si un bien a pris énormément, et qu'à titre personnel, on passe par une réelle vente et qu'il doit verser, je sais pas, peut-être 40 ou 50 000 € de plus-value et l'opération n'est peut-être pas aussi rentable finalement au terme. Donc c'est pareil, il faut se poser pour vérifier quelle est la situation la plus importante. Enfin la meilleure plutôt. Pourquoi ça serait mieux de le faire en vente plutôt qu'en nature? Parce que finalement, on paye moins en nature.
Alors, on paye moins, mais si, par exemple, on a par exemple, monsieur a un bien en locatif, et demain il a un projet d'acheter une résidence principale, et ben, il revend le logement locatif à la société. Donc il récupère les fruits de la vente, et ces fruits de vente permettent de faire un apport pour l'achat de la résidence principale. Ça peut être ce type de situation. Alors, est-ce que les enfants doivent être majeurs pour participer aux Non, sociétés? non, ils peuvent être mineurs, mais toujours, enfin, ce sera le représentant légal, en tout cas, qui, prendra, part s'il y a des décisions à prendre. Question de Quentin sur un client qui passe du microbique au régime réel, peut-il amortir son bien comme s'il venait de l'acheter? Alors, si on passe du micro au réel, c'est vrai que c'est une question qui nous revient souvent. On va partir sur, alors ça dépend de la date d'achat. Si, nous on part sur, une valeur, si le bien a moins de 2 ans, on estime encore qu'il est à peu près neuf et donc on prendra la valeur d'acquisition. Par contre, si le bien a plus de 2 ans, on prendra sa valeur vénale et donc on demandera de faire estimer le logement, soit par un notaire, soit par des agences immobilières. D'accord, mais en tout cas, il peut l'amortir à ce moment-là. Oui. Pas de droit. Tac, tac, tac. Séverine se demande si le taux réduit de 15% est maintenu pour les sociétés à prépondérance immobilière. Alors à ce jour, oui, sauf si j'ai loupé quelque chose dans la loi de finances, mais à ce jour, normalement, oui. Ok. Est-ce qu'un couple en union libre ou PACS avec des enfants peut faire une SARL de famille? Alors Pacs, oui, parce que vous avez un lien, familial, mais union libre, non, parce que vous n'avez pas de lien direct, en tout cas, entre vous. Peut-on passer une SCI à l'IR, de l'IR à l'IS? Oui, tout à fait. C'est une option fiscale qui doit être faite. Alors normalement dans les 3 mois suivant le début d'activité ou sans délai si, l'activité exercée entraîne par défaut le passage à l'IS. Comme je prends l'exemple, une SCI à l'IR qui veut acheter un bien en résidence-service chez, Belambra, pourquoi pas. Là, par, défaut, en fait, elle va passer à l'IS et donc on peut faire l'option fiscale à tout moment. Alors c'est bien de le faire aussitôt, mais en soi, on n'a plus de délai quand, l'activité, rend l'IS obligatoire. Je propose qu'on prenne quelques dernières questions. Je te laisse lire la question de Fabrice sur Alors, mais si on apporte un bien dans la création de la société en nature, est-ce que ce bien n'a pas de CRD? De t'as le reste tendu, de près. oui, j'y étais pas, pardon. Ce n'est pas un forfait pour des droits de mutation. Ah, est-ce que ce bien n'a pas de est-ce que c'est bien capital restendu? Parce que dans la création de société en nature, est-ce que ce bien n'a pas de capital restendu? Oui. Ce n'est pas un forfait pour les droits de mutation. Alors pardon. Fabrice, vous pouvez peut-être reposer la question. On Apporte n'est un pas bien sûr dans la création. de comprendre. Alors souvent effectivement, enfin le bien, il reste un prêt, souvent à titre personnel. Hem Mais je vois pas effectivement le lien avec les droits de mutation, pardon. Gérard qui insiste lui aussi sur une autre question pour préciser les modalités de calcul des charges sociales en cas de revente d'un bien totalement amorti. Alors, au niveau des charges sociales, on va être c'est une bonne question Gérard. Alors du coup, ça me met un doute. Sur la SRL de famille, je préfère pas Gérard, on pourra s'appeler. Je sais que, on travaille ensemble à côté. J'ai besoin juste de faire une vérification. J'ai peur de vous dire une bêtise, ça me met un doute. Donc, donc je revérifierai pour vous apporter la bonne réponse. J'ai un doute. Je vais me la noter. Alors, Lionel, nous sommes pacsés avec un enfant commun et un enfant d'un précédent mariage. SRL de famille à 4, est-ce qu'elle est possible? Non, non, parce que l'enfant du L'enfant des précédent, deux, les deux c'est ça. adultes. Faut vraiment en fait un lien entre tout le monde, vraiment en direct. C'est ça la notion la plus importante. Alors attends, juste que je comprenne bien. Je suis marié, Mmh, j'ai un enfant avec ma conjointe, j'ai un enfant d'un précédent mariage. oui, Je peux faire une SRL de famille avec l'enfant que j'ai en commun, donc oui, à deux. oui. Ouais. Et je peux faire aussi une autre SRL de famille avec l'enfant du précédent mariage. Toi et ton enfant du précédent mariage, oui. Parce Par contre, si ma conjointe rentre, je peux la faire rentrer que dans la première, c'est pas ça, dans la seconde. ouais. Ok, d'accord. Euh,
D'accord. Est-ce qu'on peut passer de l'IS à l'IR pour faire acquisition Pinel? Ah oui, tu as dit qu'on pouvait passer de l'IR à C'est l'IS. fait dans un sens, mais pas dans l'autre. Alors, en soi, oui, mais vous avez 5 ans, suite à la constitution de la société pour passer de, l'IS à l'IR, et encore, il faut que l'activité qui est, intégrée le permette. Si on a de la location meublée, évidemment qu'on ne peut pas repasser à l'IR, dans les 5 ans. Mais dans la théorie, en soi, oui, on peut le faire. Euh, d'accord, on va prendre une dernière question. Ok, je laisse on prend une question. Donc, allez, Quentin. Donc, pas certain d'avoir compris le passage du micro-bic-régime réel. Le client peut-il amortir son bien sur la base de la valeur à 100% ou perd-il les amortissements qui auraient été pratiqués pendant la période BIC s'il avait été au réel avant? Alors, ça, c'est un sujet qu'en interne, on est dessus, justement, parce qu'il y a la notion de patrimoine privé. Donc, les 2 règles ont été appliquées, en tout cas, au sein des cabinets, à savoir que si on est passé au micro, les 50 d'abattement sont censés aussi tenir compte d'un certain amortissement. Donc si on était au micro pendant 5 ans et qu'on passe au réel, historiquement, on, retirait les 5 années, d'amortissement historique pour repartir sur sa valeur, effectivement des 5 années déduites. À aujourd'hui, on ne le fait pas, plus en tout cas, parce qu'on estime qu'au micro, c'était du patrimoine privé, de l'exploitant et donc là, on l'intègre simplement dans un patrimoine, on va dire plutôt commercial et donc on repart sur sa valeur, on va dire d'achat, mais sans pratiquer d'amortissement historique. Mais les deux règles se sont appliquées. Merci de finir sur cette question compliquée, Louise-Marie. Et merci à tous d'avoir participé. Il y aura un replay, vous aurez les slides de présentation, on vous envoie tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc, à nouveau, merci. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci à vous tous, à bientôt. Salut.